Le corail rouge est-il menacé de manière irréversible? Nous allons voir ça tout de suite avec un spécialiste. Ce matin, un rapport publié par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail confirme que certains composants chimiques, tels que les filtres UV, les hydrocarbures, les pesticides ou encore les métaux, ont des effets néfastes sur les récifs coralliens d'outre-mer, déjà très fragilisés par le réchauffement climatique. Pour comprendre ce phénomène et parler des conséquences sur la biodiversité, je reçois Denis Allemand. Bonsoir. Bonsoir. Denis Allemand, vous êtes le directeur scientifique du CSM, le Centre scientifique de Monaco, un centre qui étudie au quotidien la biologie marine, médicale et polaire aussi. Tout à fait. Et une unité est entièrement dédiée aux coraux. Tout à fait. Tout à fait. Denis Allemand, un rapport alarmant sur les effets néfastes causés par les composants chimiques sur les coraux. Êtes-vous surpris par ces conclusions? Alors non, on ne peut pas être surpris. Et en fait, pour remonter un peu l'histoire, il y a une dizaine d'années, un collègue italien avait publié un article montrant que les crèmes solaires pouvaient avoir un effet toxique sur les coraux. Alors ça avait mis une peur à la fois dans le monde des cosmétologistes qui fabriquent des crèmes solaires, et également chez Monsieur Tout-le-Monde, qui se dit qu'en allant à la plage, ils vont peut-être détruire les coraux. Donc ça a créé beaucoup de recherches, beaucoup de travaux ces derniers mois, y compris nous-mêmes au CSM. Effectivement, certains produits chimiques sont toxiques pour les coraux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, c'est pas toujours les produits dits naturels qui sont le moins toxiques. Souvent, ce sont lesquels ces produits naturels, chimiques? par exemple les minéraux, les composés minéraux. Les composés minéraux, nous avons montré que certains composés minéraux pouvaient être beaucoup plus toxiques que certains composés chimiques. Donc, la réponse à votre question, non, je ne suis pas surpris. Mais pour moi, la question est ailleurs. Ce n'est pas les produits chimiques qui vont être à l'origine de la disparition des récifs coralliens. Quand le GIEC dit dans ses derniers rapports que les récifs coralliens vont disparaître à 99% à la fin du siècle, ce n'est pas la pollution qui est vraiment l'acteur primaire, c'est le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. Donc on est sûr aujourd'hui, le corail et les grandes barrières de corail sont vouées à disparaître? Alors effectivement, si on croit le GIEC, oui, ils sont en voie de disparaître. Déjà, on constate qu'il y a à peu près 20% des récifs coralliens de par le monde qui ont disparu ces dernières années à cause du réchauffement. Alors il est bien évident que tout ce qui va rajouter un stress aux récifs coralliens, dont la pollution, à la fois la pollution de produits chimiques, à la fois les engrais, c'est un problème. Le carburant aussi. Les carburants, les engrais, c'est un problème en Australie. Donc tout ce qui va rajouter un stress va être un facteur de risque supplémentaire. Mais la cause principale, c'est l'augmentation de température. Le GIEC, dans l'analyse des travaux scientifiques, montre qu'une augmentation de plus de degrés par rapport à la température de l'accord de Paris va provoquer 99% de mortalité, de disparition des récifs coralliens. Et vous, au CSM, vous partagez cette idée également, puisque vous étudiez le corail en Méditerranée? Alors, tout à fait. Non. Alors, on est beaucoup plus optimiste parce qu'on s'aperçoit d'abord que dans certaines régions du monde, les coraux ne disparaissent pas. Les coraux peuvent s'adapter. Nous-mêmes, au laboratoire, on travaille sur l'adaptation de ces coraux à des conditions environnementales un peu difficiles. Alors, on ne travaille pas vraiment, nous, sur la température. D'autres collègues, en Australie en particulier, travaillent sur la température. Nous, on travaille sur un autre problème environnemental qui est l'acidification des océans. Et ce n'est pas une conséquence du réchauffement climatique? Non, c'est une conséquence de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Le gaz carbonique s'accumule dans l'atmosphère, crée un effet de serre qui va provoquer le réchauffement climatique. Et le deuxième effet de ce gaz carbonique, c'est aussi de se dissoudre dans l'eau de mer. Et quand vous dissolvez du CO2 dans de l'eau de mer ou de l'eau douce, ça fait de l'acide. Mais pourtant, aujourd'hui, cet été, l'année dernière encore, la Méditerranée frôlait les 30 degrés, voire plus. La température reste le facteur le plus important. L'acidification est un autre effet. Ça va prendre de l'importance dans les années à venir. Pour l'instant, c'est surtout la température qui est le facteur principal. Donc nous, on a testé dans nos laboratoires l'effet de l'acidification, comme un autre stress sur les coraux, et on s'aperçoit qu'on arrive à adapter certains coraux à des pH, c'est-à-dire de l'acidité très forte. Les coraux sont capables, certaines espèces de coraux en tout cas, sont capables de s'adapter. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que les récifs dans le futur soient modifiés. On verra toujours, je pense, en tout cas dans les siècles à venir, dans les 2 siècles à venir, il y aura toujours des récifs coralliens dans certaines zones du monde.
mais il y a de grandes chances que ces récifs soient modifiés, que certaines espèces prennent le dessus. Alors oui, justement, j'allais vous demander, si le corail est modifié, comment est-ce que l'océan, la vie sous-marine peut vivre? Alors, ça c'est une grande question. Le récif existera peut-être toujours, mais si on a ce qu'on constate déjà dans le Pacifique, un changement entre des coraux branchus, donc des coraux avec des branches, ou des coraux massifs. Actuellement, dans le Pacifique, on s'aperçoit que les coraux branchus diminuent, que les coraux massifs augmentent. Le problème, c'est les poissons ne peuvent pas se cacher dans un corail massif. Donc les poissons disparaîtront des récifs coralliens. Avec les poissons, c'est toute une vie qui disparaît. N'oublions pas quand même que les récifs coralliens abritent sur 0,2% de la surface totale des océans, 30% de la vie des océans. 30% de tout ce que l'on connaît comme organisme marin vit dans les récifs coralliens. Si les récifs disparaissent, ben vous tirez d'un trait 30% de la vie marine. Pas simplement 30% de la vie marine. Vous tirez d'un trait 500 millions de personnes qui vivent de ces récifs, qui exploitent ces récifs pour leur survie quotidienne, à cause de la recherche de nourriture, de la pêche, à cause du tourisme, à cause de la protection des récifs coralliens, des atolls par les récifs coralliens. Alors vous, Denis Allemand, au centre scientifique, vous reproduisez du corail rouge. On ne peut pas plus tard aller en Outre-mer et en replanter aussi, faire repousser? Il y a deux choses très différentes. Au laboratoire, on est les premiers au monde à avoir cultivé des coraux tropicaux. Là, on parle de coraux tropicaux, ces coraux qui subissent ce phénomène de blanchissement. On a été les premiers à développer des techniques et on est toujours les seuls au monde à avoir une salle de culture en conditions contrôlées avec des coraux depuis plus de 30 ans. On a un projet actuellement que l'on mène avec la Fondation Prince Albert II et l'Institut océanographique pour restaurer les récifs coralliens. Le Conservatoire mondial de corail. Tout à fait. Créé en 2019, c'est ce dont vous parlez. Voilà. Et donc ça, on essaye de collecter des coraux, de les rendre plus résistants par une sélection et de les réimplanter dans le milieu naturel. Donc ça, c'est les coraux tropicaux grâce aux techniques que nous avons développées de fragmentation et de culture de coraux. Deuxième chose, le corail rouge. Le corail rouge est en fait un corail très différent des coraux tropicaux. C'est pas du tout, c'est aussi différent qu'un oiseau et un éléphant. Si vous regardez un petit peu dans l'arbre zoologique. Ce corail rouge, effectivement, comme les coraux tropicaux, on peut le fragmenter, on peut le cultiver, et on développe, comme pour les coraux tropicaux, des méthodes de culture, aussi bien en laboratoire qu'in situ. Alors, comme c'est un corail méditerranéen, on peut le faire facilement et on a effectivement des grottes à corail que l'on a placées devant le musée océanographique et à 35 mètres de profondeur. Et dans ces grottes à corail, on cultive ce corail dans des conditions environnementales normales pour voir comment il survit. Mais donc alors, pour résumer, Denis Allemand, vous êtes un petit peu optimiste par rapport à ce rapport? Oui, je suis quand même optimiste. Je pense que la nature, aidée par l'homme, parce que maintenant, alors on peut dire, oui, mais l'homme, il est la cause de tout ça, pourquoi il a aidé? L'homme doit aider parce que les conditions que l'homme a imposées au récif corallien, comme à la Terre entière, sont trop importantes. Ça va trop vite. Donc, malheureusement, il faut que l'homme, maintenant, aide la nature à récupérer. Alors, ce soir, nous nous sommes concentrés sur le corail. Au centre scientifique, vous étudiez aussi la biologie marine en général. Selon vous, une dernière question, est-ce que notre mer Méditerranée est une mer menacée, avec tout ce qu'il y a de la surpêche, beaucoup de bateaux, du réchauffement climatique? Alors, la mer Méditerranée est une mer particulière parce que, comme elle est petite, elle condense effectivement les effets et c'est vrai qu'elle se réchauffe plus vite que les autres mers. Il y a beaucoup de passages, il y a aussi une grande diversité. Là aussi, je ne serais pas si négatif que ça. On s'aperçoit, avec les mesures prises, les aires marines protégées, même si elles sont encore relativement peu efficaces, on s'aperçoit quand même que la vie est là. Il suffit de se baigner au Larvoto. Vous verrez, grâce aux réserves sous-marines, première réserve sous-marine au monde en milieu urbain, les réserves sous-marines du Larvoto, on s'aperçoit qu'il y a plein de poissons. Dès que vous protégez une zone, vous voyez que ça marche. Vous arrivez à faire revivre la flore et la faune. Et vous voyez aussi que, pas simplement dans la réserve, que ça sème autour de la réserve. Donc oui, je suis assez optimiste. Mais bien, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Denis Allemand, d'être venu répondre à nos questions sur le plateau de TV Monaco. Dans un instant, justement, les prévisions météo de Monacoco, puis le documentaire Les bonbons flingueurs ou comment le sucre impacte dangereusement notre santé. Pour l'actu, rendez-vous demain, mardi à 19h15. Excellente soirée à tous sur TV Monaco. À demain.